Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir Olivier Klein. Bonjour. Bonjour Olivier Klein. On est ravis de vous avoir dans Décideurs engagés, on a beaucoup de questions à vous poser. Vous êtes économiste. Ici. Vous êt économiste et directeur général et associé gérant de Lazare Frères Banque, également professeur de macroéconomie financière et de politique monétaire à HEC, ancien patron de la BRED. Question peut-être évidente, mais l'économie, ça vous passionne, et la banque, est-ce que c'était votre choix ? Oui, c'était mon choix depuis le début à cause de l'économie, grâce à l'économie. Voilà. Parce que j'aimais l'économie et j'ai cherché quelque chose professionnellement qui puisse me permettre de réfléchir à l'économie, d'appliquer l'économie. Et en fait, ce qui est intéressant dans la banque, d'abord, c'est très varié la banque. Il y a beaucoup de métiers dans la banque, c'est extraordinaire pour ça. Et que ce soit dans les salles de marché, ou quand on fait du crédit, ou quand on accompagne des grandes entreprises, ou bien, peu importe, quand on fait de la gestion privée, bien sûr, on doit réfléchir à l'économie. Que ce soit de la macroéconomie mondiale, de la macroéconomie nationale, ou bien sûr tout ce qui tourne autour des marchés financiers, qu'est-ce qui fait que les taux vont monter ou pas, etc., l'échange. Ou bien quand on fait du crédit, on est obligé aussi de réfléchir à moyen terme, bien parce qu'on fait des crédits à 5, 7 ans, voire davantage. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, on est un peu obligé aussi de réfléchir à ça, et bien sûr, du coup, de s'intéresser à la mésoéconomie et à la microéconomie. Et ça, c'est tout un ensemble qui est passionnant. Pourquoi cette passion alors pour l'économie? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vers ce secteur? Sans doute, le fait qu'il y avait un mélange, c'est une bonne question à laquelle j'ai jamais totalement bien réfléchi. Quand on est jeune, pourquoi ça vous intéressait tant? Sans doute parce que c'était à la fois une démarche scientifique, parce que l'économie, il y a une rigueur de pensée quand on fait ça sérieusement, et un appareil mathématique qui va avec, etc. Et en même temps, c'est pour moi la meilleure façon d'essayer de comprendre comment fonctionne le monde. Voilà, c'est parce que le monde est très économique quand même, et le moteur tourne autour de l'économie. Bien sûr. Et c'est une façon de comprendre comment, et c'est d'ailleurs la base de l'économie même, comment s'organisent les gens et pour vivre ensemble, pour produire, pour consommer, mais c'est l'organisation de la société finalement, l'économie. Et donc pour moi c'est la mère des sciences sociales. Et à la fois, c'est une discipline rigoureuse intellectuellement, et le mélange des deux est bien intéressant. Vous vous intéressez. Alors, rien à voir, mais vous parlez aussi le russe? Vous continuez à le pratiquer ou... Un peu. Un petit peu? Un peu. J'ai appris le russe, effectivement, de la 6e à la terminale. Puis après, en même temps que mes autres études, j'ai poursuivi mes études de russe pendant assez longtemps, parce que c'est une superbe langue. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres passions dans la vie qui vous portent, mais qui vous motivent? L'enseignement, déjà, pour moi. Ça, c'est une passion, c'est ma première. Qui me fait aussi écrire, parce que quand on enseigne, on fait aussi des articles. Comme vous l'avez dit, j'enseigne en dernière année d'HEC, je suis même co-responsable d'une majeure qui est Economics and Finance. Et tout naturellement, on écrit des articles. Voilà, donc ça, c'est une vraie passion. La musique. Je suis musicien de rien du tout. Je ne joue de rien. Non, mais vous aimez la musique. Et j'aime aller au concert, j'aime écouter la musique. Je pense que c'est un besoin et qu'il y a quelque chose d'universel dans la musique et de beau et de rare qui transporte. Parlons de la situation actuelle, en tout cas en France, qui inquiète beaucoup les décideurs engagés que nous accueillons ici dans cette émission. Alors, il y a d'abord l'inflation qui a des signaux plutôt positifs, puisque l'inflation semble revenir progressivement, en tout cas à des niveaux raisonnables. Oui, et c'était pas si facile. Que l'inflation revienne, bon, c'est déjà pas simple en soi, mais c'était possible. Le risque, c'était que ça revienne en cassant la croissance économique, voire en créant une instabilité financière profonde, parce que quand même, l'état d'endettement du monde entier est très élevé, beaucoup plus qu'il y a 20 ans, beaucoup plus qu'il y a 40 ans, etc. Donc il est très élevé. Quand on fait remonter les taux d'intérêt en tant que banque centrale, et il fallait le faire, on prenait le risque aussi de provoquer une crise de surendettement assez grave. C'est en cela où je dis, pour l'instant, le choc a eu lieu. Oui, on a un atterrissage en douceur, le soft landing dont on parle tout le temps, un atterrissage en douceur, puisqu'on n'a pas cassé l'économie, et on a une inflation qui revient dans son lit progressivement.
soyez attentifs, il y a quelques raisons pour penser qu'elle pourra être un peu supérieure à avant, et c'est pas forcément mauvais. Hein. Parce qu'elle était très basse. Elle était trop basse, de toute façon. Donc, un peu supérieure à avant, et il y a des effets, des raisons structurelles de long terme qui vont jouer. Pour cela, hein, la fragmentation du monde économique, hein, la démondialisation partielle, ça va jouer sur l'inflation. La démographie, parce que ça fait que il y a un meilleur pouvoir de négociation des salariés qu'avant. Avec la mondialisation, c'était tout l'inverse pour les salariés occidentaux. Maintenant, avec la démographie, au contraire, le pouvoir de négociation remonte. Et on voit bien qu'il y a des tensions sur les salaires qu'il n'y a pas eu depuis longtemps. Donc tout ça va porter un peu. Aussi. Justement, sur les salaires qui ont augmenté. Et ça va porter pendant un certain temps l'inflation malgré tout. Et de l'autre côté, le remboursement, plus exactement le refinancement des énormes dettes qu'il y a, c'est 2024, 2025, 2026, les gros montants. Donc soyons encore prudents, mais c'est dans le bon sens quand même et réjouissons-nous. Alors parlons des questions qui fâchent maintenant, les finances publiques de la France. Tout le monde s'en inquiète évidemment. Sujet d'actualité de cette rentrée. Comment selon vous rétablir une soutenabilité? C'est une question à laquelle tout le monde essaie de répondre, mais c'est pas évident. Hein. Une question difficile, très difficile. Plusieurs mesures préconisées, on va en parler. Évidemment. Là, pour le coup, j'ai écrit beaucoup d'articles depuis quelques mois sur le sujet parce que c'est un sujet crucial. Bien sûr. Moi, j'attire l'attention, pas seulement sur la France, mais spécifiquement sur la France, sur la montée de l'endettement. On était quand même à 20% de PIB d'endettement public en 1980. On est à 111, 112%. C'est quand même une évolution irrépressible. Alors, il n'y a pas que la France, mais nous, depuis 2000, on a monté 2 fois plus vite notre taux d'endettement que le reste de la zone euro quand même. Hein. Donc il y a un sujet français. C'est vrai. Alors pour répondre à votre question, évidemment sans passer 2 heures de conférence. Non mais la question c'est on augmente les impôts, on n'augmente pas les impôts. Il y a 3 solutions qui pourraient être combinées dans l'absolu, en théorie. Monter les impôts, baisser les dépenses publiques, qui sont quand même au plus haut niveau de l'ensemble de l'Europe, hein, sur PIB, bien sûr, avec des résultats qui sont incertains, parce que la qualité de l'enseignement, on le sait bien, est en baisse, la qualité de la santé publique est en baisse, et on est moins bon, et on paye moins bien nos infirmières et nos professeurs qu'en Allemagne, où la somme publique dépensée sur ces sujets est inférieure. Donc là, il y a quelque chose à revoir. Il y a une efficacité fondamentale à revoir, à structurer. Voilà. Et puis la troisième chose, c'est des réformes évidemment structurelles fondamentales, du type attention au nombre de personnes qui travaillent. Aujourd'hui, on a pénurie de gens qui travaillent, donc il faut accroître la capacité d'avoir des personnes qui travaillent et faire des investissements d'avenir pour augmenter le potentiel de croissance. Donc, pour répondre en une seconde maintenant, quand on dit qu'il y a ces 3 choses-là, pour moi, en France aujourd'hui, vu qu'on a aussi des taux de prélèvement obligatoires qui sont parmi les plus hauts d'Europe, c'est sûrement pas ça qu'il faut faire, parce que ça amènerait inéluctablement à une moindre compétitivité, alors qu'on a un problème de compétitivité sérieux, donc un problème d'offre aussi sérieux, et donc il faut au contraire augmenter le potentiel de croissance et la production, l'offre. Si on augmente les impôts des particuliers comme des entreprises, on va au contraire provoquer une attrition. Donc on va aller à l'envers de ce qu'on souhaite faire. Donc c'est quoi pour vous les leviers en tout cas qui seraient positifs, davantage d'investissement, vous l'avez dit, l'innovation également, miser plus. Davantage d'investissement public, ça veut dire qu'on dégage des moyens du côté des dépenses de fonctionnement pour pouvoir faire plus d'investissement public. Donc ça nécessite quand même de travailler sur les dépenses. Hein. Alors oui, l'investissement évidemment, l'innovation fondamentale, travailler sur la mobilité sociale. Alors tout ça c'est fondamental, mais ce sont des choses de moyen terme. Alors on peut me dire oui, mais les impôts c'est tout de suite. Oui, les impôts, ça peut être tout de suite, c'est immédiat, ça peut casser, mais à très court terme, ça peut casser la croissance juste demain ou après-demain. Donc ne prenons pas des mesures immédiates qui seraient dangereuses après-demain. Je pense, moi, c'est de l'optimisme, hein, ça. Pour le coup, c'est ma part d'optimisme. Mais c'est pas du tout impossible. Que Bruxelles et les marchés, puisqu'on a affaire aux deux quand même, hein, les marchés financiers et Bruxelles seraient capables de comprendre qu'on s'engage dans des voies de bien plus d'efficacité des dépenses publiques et de réformes structurelles et d'investissements du futur qui seraient permis grâce à tout cela, sans pour autant s'affoler dès lors qu'on serait vraiment à la fois courageux, engagé pour tenir la parole, donc crédible. Voilà. Et là, je pense que du coup, il
pourrait très bien comprendre que pour autant, ça ne va pas venir demain matin. Oui, alors le travail est évidemment une des clés pour éviter l'augmentation des impôts. Le travail des seniors aussi, qui est un vrai sujet. On en a parlé avec la réforme des retraites. Mais il ne faut pas revenir dessus. On peut à la limite changer, passer par exemple de l'âge minimum auquel on va, auquel on va en retraite, à un nombre d'annuités minimum. C'est peut-être plus juste. Moi, ça m'aurait plus plu. Mais surtout, il ne faut pas casser le caractère économique de la réforme. Vous êtes confiant en la capacité, en tout cas, de nos gouvernants de résoudre le problème. Alors, c'est toujours c'est sur du court terme, c'est compliqué. C'est peut-être sur le long terme que la solution se trouvera. Ce qu'on peut dire forcément, c'est que ce n'est pas les 30-40 dernières années qu'on a trouvé que nos hommes politiques avaient le courage d'attaquer la question des dépenses publiques. C'est un vrai sujet. Et donc là, avec en plus la stabilité inhérente à la situation actuelle, c'est difficile d'avoir une grande confiance. Mais il vaut mieux faire confiance et aider à ce que ça fonctionne plutôt que de rester sur son levantin en passant son temps à critiquer. Donc l'inquiétude des entrepreneurs aujourd'hui, pour vous, il faudrait dépasser ça et quand même avancer. Oui, mais c'est compliqué. Je pense qu'à certains moments, il faut oser quand même investir et croire en l'avenir. Sinon, on complique le jeu. Oui, ne pas bloquer. Très bien. Question du Collège de Paris à présent, si vous le voulez bien, Olivier Klein. C'est juste après le jingle. La question du Collège de Paris, communauté d'école, qui rend en tout cas l'excellence accessible à tous. Quel est le dispositif d'égalité des chances que vous avez mis en place et dont vous êtes le plus fier dans votre carrière, évidemment? Alors, déjà, le premier point pour moi, c'est que l'égalité des chances est fondamentale. L'égalité des revenus, avec le niveau de distribution, on a le plus fort taux de distribution de tout l'OCDE. C'est vrai. C'est toujours un sujet, l'égalité des revenus, mais en réalité, c'est pas un vrai sujet en France, contrairement à ce que le bruit qui est fait autour. On a, en gros, on passe de 20-18 d'écart de revenus avant distribution à 3 dans la distribution élargie après. Ouais. Donc, c'est quand même pas un sujet énorme et on est très bien placé par rapport à l'ensemble de l'Europe. En revanche, on n'est pas très bon en égalité des chances. Oui. On a là des écarts, ça se mesure, par exemple, le niveau des diplômes par rapport à ceux des parents, ça, dans l'évolution des familles. Ça se mesure, par exemple, par rapport à l'évolution des salaires par rapport aux parents, des enfants par rapport aux parents. Il faut faire un effort sur l'égalité des chances. L'égalité des chances. Donc, pour moi, c'est un sujet absolument crucial qui est en même temps fondateur de la cohésion sociale. Bien sûr. Parce que s'il n'y en a pas, c'est bien pire. Parce que c'est acceptable d'avoir des inégalités de revenus. Heureusement qu'il y en a. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Il ne faut pas qu'il y ait de la colère sociale. Voilà. Mais l'inégalité des chances, ça provoque beaucoup plus de non-cohésion, de colère et d'inquiétude fondamentale. Et probablement de populisme. Donc, c'est pour ça que moi, très modestement, parce que... à chaque niveau, les entreprises, en tout cas, peuvent apporter... Peuvent faire des choses. Des choses extérieures que j'ai beaucoup fait, c'est de financer des associations de seconde chance, vous voyez, de formation de gens qui étaient sortis du marché, etc. Beaucoup fait des choses comme cela. Faciliter aussi, alors, je suis prof à HEC, mais voilà, c'était naturel de le faire. Le fait qu'HEC ait un peu d'argent pour pouvoir travailler sur les prépas auprès des étudiants qui n'étaient pas favorisés, qui étaient boursiers, etc. On est remonté jusqu'à la seconde pour pouvoir aider justement à aller chercher tous ceux qui pouvaient pour leur donner envie aussi d'aller plus loin. Et alors dans l'entreprise, très concrètement, l'égalité des chances, eh bien, pour moi, qui avait des banques qui ont été beaucoup dans des grandes métropoles aussi, que ce soit à Lyon, Paris, etc. Mais il y a beaucoup de populations d'origine immigrée. Bien sûr. Si on ne veut pas le séparatisme, qu'on voit de temps en temps, si on ne veut pas l'islamisme militant, qu'on voit de temps en temps, etc., mais il faut montrer à ces jeunes qu'ils ont la chance aussi, comme les autres, de pouvoir, à condition d'avoir des talents égaux. Donc, ce que j'ai fait, c'est beaucoup pousser les DRH et l'envie de... Mais il y en a plein, je peux vous le dire. Il y en a plein. Des jeunes femmes et des jeunes hommes. Dans la banque, des jeunes femmes qui veulent, d'origine immigrée, qui veulent réussir, il y en a plein, mais des jeunes hommes aussi. Et donc, si on libère leurs talents, si on leur donne confiance en eux, alors évidemment ça passe par le fait, moi j'aime pas la discrimination positive au sens où je vais chercher des gens qui sont moins bons, on met de côté, on les met quand même, c'est pas bon. Mais en revanche, dès qu'on voit qu'ils ont du talent et un talent égal, alors il faut faire en sorte
qu'ils aient exactement les mêmes chances que les autres pour parvenir à monter dans la hiérarchie et à réussir eux-mêmes. Et ça se prépare très tôt, hein, vous le disiez, jusqu'à la seconde. Ça se travaille dès la seconde pour l'enseignement, mais et bien avant, en réalité. Moi, j'ai pu faire ça seulement à 21 ans. Par rapport à HEC. Voilà. Et puis, ça se travaille dans l'entreprise. Quand vous avez des jeunes qui arrivent, il faut justement repérer ceux qui ont du talent, quel qu'il soit, pour les pousser. Du potentiel. Oui. Question de Tremplin Handicap, à présent. Oui. Tremplin Handicap, l'association qui œuvre à donner évidemment toutes leurs chances aux jeunes en situation de handicap, tant sur leur parcours académique que leur insertion professionnelle. Et c'est juste après le jingle. Question de Tremplin Handicap. Que pensez-vous de l'idée d'agir auprès des plus jeunes collégiens et lycéens, notamment pour augmenter les chances pour ces jeunes handicapés d'être recrutés? Bien, moi déjà, je pense qu'il faut habituer les enfants à des situations de diversité, et notamment vis-à-vis du handicap. Plus on attend, plus ils ne sont pas confrontés à ce genre de choses qui sont simples dans la vie, mais qui sont différentes quand même, plus la différence va prendre de l'importance et plus le conservatisme naturel chez les enfants va l'emporter en disant « Oh là là, quand ils vont trouver ces situations, ils vont mettre un peu à l'écart ou eux-mêmes avoir un peu peur ». Donc je pense que pouvoir faire en sorte que dès le départ, les enfants jeunes voient qu'il y a des diversités déjà d'origine, mais diversité aussi liée à la situation de handicap particulier, pour montrer que ce sont des enfants qui sont normaux, qui ont envie, comme les autres, avec les mêmes réflexions que les autres, les mêmes pensées que les autres, les mêmes amours, les mêmes difficultés, etc. Eh bien, c'est une façon évidemment de faciliter par la suite toute l'intégration, où qu'elle soit, des personnes handicapées. Au plus tôt. D'ailleurs, ça vaut pour toutes les situations en général qui peuvent être difficiles. La question de l'hémicycle à présent pour vous, Olivier Klein, c'est vous qui allez interpeller, poser une question aux hommes et aux femmes politiques qui nous gouvernent. La question de l'hémicycle juste après le jingle. La question de l'hémicycle. Olivier Klein, comme si vous étiez à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à nos gouvernants? Vous avez 1 à 2 minutes et vous pouvez les interpeller sur le sujet qui vous intéresse. Il y a tellement de sujets importants. Moi, je dirais que pour tous les hommes et femmes politiques, une chose très importante, c'est de dire les choses comme elles sont. Si on ne dit pas les choses comme elles sont, si on ne dit pas la réalité telle qu'elle est, et qu'on se laisse enfermer dans des discours parfois qui se veulent bien pensants, mais qui empêchent de faire le bon diagnostic des choses, alors inévitablement on ne trouve pas les politiques pertinentes pour résoudre les problèmes. Et si on traitait, je prends plusieurs sujets, la dépense publique raisonnablement, puisqu'on a parlé tout à l'heure, sans pour autant stigmatiser qui que ce soit. C'est une question d'organisation, c'est pas une question des personnes en particulier. Si on traitait la question de la régulation de l'immigration de façon républicaine, si on traitait la question de la sécurité, qui est un sujet posé par tout le monde de façon républicaine, etc., je suis persuadé qu'on arriverait à limiter tous les effets de populisme et que on traiterait les choses dans le cadre de la République, des règles françaises, de la démocratie, etc. Donc ma question c'est comment faire pour, et c'est difficile certainement pour un homme politique, mais comment faire pour s'extraire de la bien-pensance officielle, qu'elle soit de gauche, de droite, ça n'a aucune importance, du wokisme ou que ce soit de n'importe quoi d'autre, pour arriver à précisément prendre des problèmes bras le corps. Et comment faire en sorte aussi pour eux, du coup, de se former suffisamment, d'avoir les informations suffisantes pour ne pas se laisser, même parfois involontairement, prendre par la doxa du moment. Oui, par les petites phrases aussi, par les médias aussi, voilà, réagir. Exactement. Réagir pour dire les choses comme... Voilà, pas réagir à chaud, mais réagir en profondeur et pas laisser dire des choses qui sont pas... Qui sont inexactes. Qui sont infondées. L'importance du diagnostic, c'est ce qu'on retiendra, évidemment, et d'être bien conseillé, forcément, dans ces questions-là. Je suis sûre que vous serez entendu. En tout cas, merci beaucoup, Olivier Klein, d'avoir participé à notre émission. On se dit tout, c'est la fin de cette émission. Merci à vous. Vous pouvez retrouver tous nos numéros, évidemment, sur nos réseaux sociaux. On se retrouve très, très bientôt pour un nouveau numéro de Décideurs engagés. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs
décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.